Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Gilles Goro, comment retrouver sa forme de jeunesse. Je suis Gilles, diplômé en nutrition et passionné par l'hygiénisme, la santé holistique et le rajeunissement. Aujourd'hui, nous allons ensemble plonger au cœur de la biologie du vieillissement, pas avec des mythes ou des remèdes miracles, mais avec la science. Il existe aujourd'hui 12 marqueurs fondamentaux du vieillissement reconnus par la communauté scientifique. En les comprenant, on comprend aussi comment prolonger sa santé, sa vitalité et potentiellement sa longévité. Vous allez voir que le vieillissement biologique est un processus multifactoriel. En 2013, Lopez-Ottin et al. Ont défini 9 marqueurs du vieillissement. En 2023, une mise à jour par Nature Reviews Molecular Cell Biology a élargi ce modèle à 12 marqueurs fondamentaux. Ce dossier va examiner ces 12 marqueurs et les interventions potentielles de la spermidine et du NMN dans chacun d'eux. Préparez-vous à découvrir ce que vos cellules essaient de vous dire depuis des années et je vous donne tout de suite rendez-vous de l'autre côté pour découvrir les 12 marqueurs du vieillissement. Bien les amis, tout d'abord, avant de décrire les 12 facteurs du vieillissement, voyons en clair ce que sont les enzymes pro-anti-vieillissement PARP1, SIRT1, SIRT3 et SIRT6, si souvent mentionnés dans les recherches de pointe par le scientifique et biologiste David Sinclair. PARP1 signifie poly, ADP, ribose, polymérase 1. Poly pour plusieurs, ADP pour adénosine diphosphate et ribose étant tout simplement un sucre. Il faut savoir que PARP1 est une enzyme clé de la réparation de l'ADN. Quand ton ADN subit des dommages, dus par exemple aux rayons UV, aux radicaux libres ou aux toxiques, eh bien il faut savoir que PARP1 est parmi les premières à arriver sur le site du dommage. Il faut savoir que PARP1 utilise du NAD, qui est une molécule issue de la vitamine B3 pour ajouter des chaînes de poly-ADP ribose, soit sur elle-même ou bien tout simplement sur d'autres protéines. Ça sert à recruter tout l'équipement nécessaire pour réparer efficacement l'ADN. Une activité PARP1 trop élevée peut épuiser le NAD cellulaire, ce qui contribue au stress énergétique. Mais il faut savoir que sans PARP1, l'ADN reste abîmé. Cela entraîne des mutations qui peuvent, à la longue, entraîner un vieillissement précoce ou bien alors l'apparition de maladies telles que, par exemple, le cancer. Donc c'est un équilibre qu'il va falloir maintenir entre la réparation, mais aussi la consommation du NAD. Bien les amis, après PARP1, maintenant nous allons voir en détail ce qu'est SIRT1. Il faut savoir que SIRT1 se situe dans le noyau nucléaire cellulaire et un tout petit peu dans le cytoplasme. C'est l'enzyme la plus étudiée, elle régule l'expression des gènes impliqués dans la longévité et l'inflammation. C'est une enzyme de la famille des sirtuines, connue comme enzyme de la longévité. Elle est également dépendante, tout comme PARP1, du NAD, NAD. SIRT1 agit comme des acétylases, c'est-à-dire qu'elle retire des groupes acétyles sur des protéines qui sont engagées dans des facteurs de transcription, qui ont des fonctions enzymatiques, etc. Donc en retirant des groupes acétyles sur des protéines, elle le fait afin d'activer des voies de réparation d'autophagie et de résistance au stress. Il faut savoir que SIRT1 se compose de plusieurs actions clés et on va les voir en détail. Tout d'abord, elle active l'autophagie et les mécanismes de réparation de l'ADN en collaboration avec PARP1. Également, elle améliore le métabolisme énergétique et la santé mitochondriale. Notamment, elle va stimuler PGC1-alpha qui intervient dans la biogénèse mitochondriale et le métabolisme énergétique. D'ailleurs, je vous en parlerai davantage en détail par la suite. Elle favorise également l'inhibition de l'inflammation en diminuant la quantité de NF-κB. Également, je vous en parlerai par la suite.
Il faut savoir que SIRT1 est stimulé par la restriction calorique, par le jeûne et certains composés comme le resveratrol ou le NMN pour nicotinamide mononucléotide. C'est un nucléotide formé de ribose, donc d'un sucre, et de nicotinamide, qui est une forme de vitamine B3. C'est un précurseur du NAD, une coenzyme très importante des réactions d'oxydoréduction. Bien les amis, après SIRT1, voyons ensemble ce qu'est SIRT3. Il faut savoir que SIRT3 se situe dans les mitochondries qui sont nos centrales énergétiques cellulaires. En fait, SIRT3 est la sirtuine des mitochondries. Alors, elle régule directement le métabolisme énergétique et les défenses antioxydantes mitochondriales. Elle a plusieurs actions clés, dont celle d'activer des enzymes antioxydantes comme la MNSOD pour manganèse superoxyde dismutase. Le SOD est tout simplement un puissant antioxydant produit par notre corps, c'est-à-dire endogène. Également, il faut savoir que SIRT3 améliore l'efficacité de la chaîne respiratoire mitochondriale, elle protège contre le stress oxydatif et la sénescence cellulaire et elle est favorisée par l'exercice, le jeûne et la restriction calorique. Après SIRT3, maintenant, voyons en détail ce qu'est SIRT6. Alors, il faut savoir que SIRT6 se situe principalement dans le noyau cellulaire. En fait, c'est le gardien de la stabilité génomique et du vieillissement métabolique. SIRT6 également a plusieurs actions clés, parmi lesquelles la réparation de l'ADN et le maintien de l'intégrité des télomères qui sont ces petits capuchons que l'on trouve au sommet des chromosomes. Également, SIRT6 régule l'utilisation du glucose en baissant la glycolyse. Elle influence également l'inflammation chronique de bas grade. Et finalement, il faut savoir que sa surexposition est associée à une plus grande longévité chez certains modèles animaux. Donc les amis, en résumé, SIRT1, c'est le chef d'orchestre nucléaire qui contrôle l'inflammation et le métabolisme global. Quant à SIRT3, c'est la protectrice mitochondriale, elle booste l'énergie et active les antioxydants endogènes. Et puis SIRT6, quant à elle, est la gardienne de l'ADN et du métabolisme glucidique. Bien les amis, maintenant nous allons voir ensemble les 12 facteurs du vieillissement et notamment les rôles de la spermidine, dont la première source alimentaire se trouve dans les germes de blé, ainsi que la NAD. L'instabilité génomique est due à une accumulation de mutations dans l'ADN au sein du noyau nucléaire cellulaire, au sein de l'ADN mitochondrial ou bien dans les chromosomes. Il faut savoir que le rôle de la spermidine est d'activer l'autophagie, éliminant les mitochondries et protéines endommagées. Ceci va tout simplement réduire les dommages sur l'ADN. Également, la spermidine réduit le stress oxydatif, qui est indirectement responsable de mutations. Quant à la NMN et le NAD, ils ont également des fonctions importantes. Le NAD, pour nicotinamide adénine dinucléotide, est un cofacteur essentiel des enzymes de réparation de l'ADN comme PARP1 et SIRT1. Quant au NMN, il augmente la quantité de NAD pour une meilleure réparation des cassures double brin d'ADN et de la stabilité génomique. Bien les amis, l'altération de la communication intercellulaire est due à une inflammation chronique de bas niveau appelée inflammaging. Elle est également due à un dérèglement hormonal et à une mauvaise communication entre les tissus.
Alors, quels sont les rôles du NMN et de la NAD? Eh bien, tous deux améliorent la signalisation des sirtuines, tels que SIRT1, qui régulent la réponse inflammatoire. Également, le NMN et le NAD soutiennent l'homéostasie cellulaire et le dialogue métabolique intercellulaire. La spermidine, quant à elle, améliore la signalisation immunitaire innée et également elle a un effet anti-inflammatoire par inhibition de NF-κB. Alors, qu'est-ce que NF-κB? NF-κB, en anglais, signifie Nuclear Factor Kappa Light Chain Enhancer of Activated B Cells. C'est un facteur de transcription. En fait, NF-κB est une protéine régulatrice qui se trouve dans presque toutes nos cellules. Elle se déplace dans le noyau nucléaire cellulaire pour activer ou bien pour désactiver certains gènes. Alors, quel est son rôle principal? NF-κB est surtout impliqué dans la réponse immunitaire et inflammatoire par la production de cytokines et de molécules de défense. Également, elle a une fonction dans la survie cellulaire, elle protège contre l'apoptose dans certains contextes, ainsi que la prolifération et la réparation cellulaire. C'est donc un interrupteur maître des gènes liés à l'inflammation et au stress cellulaire. Il faut savoir que dans le vieillissement et les maladies, une activation chronique de NF-κB est souvent observée avec l'âge. C'est ce qu'on appelle inflammaging. Elle est également liée à des maladies inflammatoires chroniques, auto-immunes et même certains cancers. C'est pourquoi de nombreuses recherches ciblent NF-κB pour réduire l'inflammation et ralentir certains processus dégénératifs. Alors les amis, les cellules souches qui sont des cellules immatures pouvant se transformer en n'importe quelle cellule sanguine peuvent perdre leur capacité à se renouveler et à se différencier. Dans ce cas, la spermidine joue un rôle important car elle stimule la régénération des cellules musculaires par autophagie et des cellules souches hématopoïétiques qui sont à l'origine de la production de toutes les cellules du sang, entre autres les macrophages, lymphocytes, neutrophils, globules rouges, plaquettes, etc. Et ainsi que de nombreuses maladies, telles que par exemple le déficit immunitaire, la lymphopénie et la myélodysplasie. Et tout ceci qui s'explique par un déséquilibre dans la production des cellules souches. Également, la spermidine permet de maintenir un micro-environnement qui est favorable. Quant au NMN et au NAD, ils ont également une fonction importante. Le NAD active SIRT1 dans les cellules souches, favorisant leur maintien et ainsi que leur auto-renouvellement. Quant au NMN, il restaure la fonction des cellules souches neurales, musculaires et intestinales. Bien les amis, nous allons parler de l'altération de la détection des nutriments, appelée nutrient sensing, ainsi que, et notamment, des dérèglements des voies mTOR, AMPK, insuline, IGF-1. Il faut savoir que le corps dispose de capteurs de nutriments qui régulent la croissance, le métabolisme ainsi que la longévité. En réduisant les apports caloriques à travers la restriction calorique et le jeûne intermittent, on diminue l'activité de ces voies de croissance et on active les mécanismes de longévité. Voici les principales voies. Nous allons commencer avec mTOR. mTOR signifie Mammalian Mechanistic Target of Rapamycin en anglais. En français, c'est la cible de la rapamycine chez les mammifères. mTOR est un capteur des protéines et des acides aminés. Il faut savoir que mTOR favorise la croissance, la prolifération cellulaire et inhibe l'autophagie. mTOR est extrêmement utile durant l'enfance et l'adolescence pour construire l'organisme. Lorsque vous arrivez à l'âge adulte, il faut savoir qu'une stimulation excessive de mTOR accélère le vieillissement. La solution,
si vous voulez vivre longtemps en bonne santé et augmenter considérablement votre longévité, eh bien, consiste à, écoutez bien, limiter les protéines animales, privilégier les protéines végétales, pratiquer le jeûne intermittent et la restriction calorique. Alors, qu'est-ce que la rapamycine? La rapamycine est issue d'une algue de l'île de Pâques et a quant à elle le pouvoir d'inhiber mTOR et souvent la rapamycine est utilisée en cancérologie. L'insuline, quant à elle, est l'hormone du pancréas qui permet au glucose d'entrer dans les cellules et elle régule naturellement la glycémie. Il faut savoir qu'une hyperglycémie entraîne la formation d'AGES, qui sont des produits finaux de la glycation avancée, et ce sont des composés qui favorisent très fortement le vieillissement cellulaire. Donc le jeûne intermittent et la restriction calorique réduisent la sécrétion d'insuline, protègent le pancréas et favorisent une longévité en excellente santé. L'IGF-1 pour Insulin-like Growth Factor 1, en français facteur de croissance 1 ressemblant à l'insuline, est un médiateur majeur de la croissance musculaire et osseuse. Il est produit surtout par le foie et les muscles sous l'effet de l'hormone de croissance, la GH. En vieillissant, l'axe hypothalamo-hypophysaire se dérègle, c'est-à-dire l'axe entre l'hypothalamus et une petite glande appendue qui se trouve sous l'hypothalamus, qui est donc l'hypophyse. Eh bien, cet ensemble se dérègle, entraînant des troubles hormonaux et des pathologies métaboliques. Il faut savoir que des apports excessifs ou des injections d'hormones de croissance, GH, stimulent trop la production d'IGF-1, ce qui favorise l'apparition de cancers et de tumeurs. Donc, le jeûne intermittent ainsi que la restriction calorique réduisent l'IGF-1 et soutiennent le renouvellement des cellules souches. Il faut savoir que le jeûne stimule la production endogène d'hormones de croissance, GH, et préserve ainsi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la masse musculaire. Bien les amis, continuons donc avec les capteurs de nutriments. AMPK pour AMP Activated Protein Kinase, et en français protéine kinase activée par l'adénosine monophosphate, est une jauge énergétique cellulaire. Elle s'active lorsque les stocks d'ATP sont trop bas. À cet effet, elle active l'absorption et la production de glucose dans les mitochondries, qui sont donc nos centrales énergétiques cellulaires, et favorise ainsi l'autophagie et le recyclage cellulaire. Il faut savoir que son activité diminue avec l'âge. Cela entraîne des fatigues assez régulières ainsi qu'une baisse d'énergie. Alors la solution consiste à pratiquer régulièrement le jeûne intermittent, la restriction calorique et des activités intenses qui peuvent ainsi réactiver AMPK. Il faut savoir que certaines substances ont tendance à limiter, telles que par exemple certains polyphénols, le resveratrol, l'épigalocatéchine galate, que l'on trouve notamment dans le thé vert matcha en très grande quantité, et certains alcaloïdes comme la capsaïcine et la berbérine. En résumé, ces quatre voies, mTOR, insuline, IGF-1 et AMPK, orchestrent la croissance, le métabolisme ainsi que le renouvellement cellulaire. Si elles sont trop actives, elles accélèrent le vieillissement, mais elles doivent être à tout prix régulées par un jeûne quotidien, la restriction calorique, l'activité physique et certains nutriments qui favorisent la longévité ainsi que la santé. Il faut savoir que la spermidine inhibe mTOR comme le jeûne ou bien la rapamycine. Elle a le même effet, c'est-à-dire qu'elle induit l'autophagie bénéfique. Elle mime le jeûne et favorise la longévité. Quant au NMN et le NAD, il faut savoir que le NAD active AMPK ainsi que SIRT1, qui améliore donc la sensibilité à l'insuline ainsi que le métabolisme. NMN et la NAD régulent positivement la voie PGC1-alpha, qui est impliquée dans la biogénèse mitochondriale. La voie PGC1-alpha est un des grands régulateurs de l'énergie cellulaire
et du vieillissement. Bien les amis, qu'est-ce que PGC1-alpha? PGC1-alpha signifie en anglais Peroxisome Proliferator Activated Receptor Gamma Coactivator 1 alpha. Alors je sais, c'est vraiment compliqué. En fait, PGC1-alpha, c'est une protéine coactivatrice, c'est-à-dire qu'elle ne se fixe pas directement sur l'ADN, mais active d'autres facteurs de transcription au niveau du noyau cellulaire nucléaire. Donc elle joue un rôle clé dans la biogenèse mitochondriale, c'est-à-dire la création de nouvelles mitochondries, et dans la régulation du métabolisme énergétique. Il faut savoir que le rôle principal de PGC1-alpha est d'agir comme un chef d'orchestre qui active des gènes impliqués dans la production et l'entretien des mitochondries. Elle augmente l'oxydation des acides gras et l'utilisation du glucose, ce qui est extrêmement important. Elle favorise la thermogenèse, c'est-à-dire la production de chaleur dans certains tissus, et elle contribue à la résistance au stress oxydatif. En résumé, plus le PGC1-alpha est actif, plus nos cellules sont capables de produire de l'énergie efficacement et de se défendre contre les dommages liés au vieillissement. Alors, quels sont les déclencheurs naturels de PGC1-alpha? PGC1-alpha est stimulé par l'exercice physique, tout ce qui est sport d'endurance, tout ce qui est circuit training, le froid et certaines formes d'hormèse, la restriction calorique et le jeûne intermittent, et certains nutriments et composés comme les polyphénols, le resveratrol, les picalocatechingalates que l'on trouve dans le thé matcha, et l'activation d'AMPK et SIRT1. Ce sont les voies dont on a déjà parlé précédemment. Alors pourquoi c'est important pour la longévité? Il faut savoir que plus on produit de mitochondries, plus les mitochondries vont être efficaces dans leur travail, et donc une meilleure production d'adénosine triphosphate, l'ATP, et moins de radicaux libres. Alors une bonne activité PGC1-alpha est associée à une endurance accrue et un meilleur métabolisme, c'est-à-dire moins de risque de diabète et d'obésité, et une bonne production cellulaire. Avec l'âge, l'activité PGC1-alpha baisse, donc la stimuler est un levier clé d'un vieillissement. Bien les amis, maintenant nous allons voir ensemble les 12 facteurs du vieillissement et notamment les rôles de la spermidine dont la première source alimentaire se trouve dans les germes de blé ainsi que la NAD. L'altération des protéines ou protéostase est due à l'accumulation de protéines mal repliées ou endommagées, typiques des maladies neurodégénératives. Il faut savoir que la spermidine induit puissamment l'autophagie, c'est-à-dire le nettoyage des protéines défectueuses. Elle ralentit également l'agrégation amyloïde qui est responsable de maladies neurodégénératives telles que Alzheimer et la maladie de Parkinson. Le NMN et le NAD, quant à eux, favorisent l'activité des sirtuines qui maintiennent la qualité des protéines telles que chaperon et repliement, ainsi que la réduction du stress du réticulum endoplasmique. Alors, qu'est-ce que le réticulum endoplasmique? C'est un réseau de membranes qui est situé dans le cytoplasme des cellules. En fait, il existe deux formes principales. Le réticulum endoplasmique rugueux, qui lui est recouvert de ribosomes, et ces derniers permettent la fabrication et modifient les protéines qui sont destinées à être exportées, insérées dans la membrane ou envoyées vers d'autres compartiments. La deuxième version, c'est le réticulum endoplasmique lisse, qui lui est sans ribosome. Il est impliqué dans la synthèse des lipides, le métabolisme des glucides, la détoxification et le stockage du calcium. Alors, le réticulum endoplasmique agit comme un système de transport interne, acheminant les molécules vers l'appareil de Golgi pour leur maturation et leur distribution. En résumé, le réticulum endoplasmique, c'est l'usine et le réseau logistique de la cellule pour fabriquer, transformer et transporter protéines et lipides. Bien les amis, on va aborder le dérèglement mitochondrial qui est dû à la diminution de la fonction mitochondriale et donc une augmentation des espèces réactives de l'oxygène appelées ROS ou ROS. La spermidine stimule la mitophagie, c'est-à-dire l'autophagie qui est propre aux mitochondries endommagées.
Également, la spermidine améliore la bioénergétique cellulaire. Le NMN et le NAD ont des fonctions importantes. En effet, le NMN augmente la production de NAD qui, elle, va stimuler SIRT3 dans les mitochondries et tout ceci va améliorer la respiration mitochondriale ainsi que la diminution des espèces réactives de l'oxygène, communément appelées ROS. Également, le NMN et le NAD activent la biogénèse mitochondriale via le PGC1-alpha. Alors, qu'est-ce que la sénescence cellulaire? Ce sont des cellules qui cessent de se diviser, mais restent métaboliquement actives et sécrètent des facteurs pro-inflammatoires appelés SASP pour Senescent Associated Secreted Phenotype, SASP ou Senescence Messaging Secretome pour SMS. Rien à voir naturellement avec un message téléphonique. Parmi ces facteurs, on retrouve des protéines qui altèrent le micro-environnement tissulaire, tels que des métalloprotéases, MMP, et des cytokines pro-inflammatoires. Bien les amis, lorsqu'une cellule entre en sénescence, c'est-à-dire qu'elle cesse définitivement de se diviser en réponse à un stress qui peut être dû à un dommage sur l'ADN, un stress oxydatif, ou bien l'activation de facteurs de transcription tels que P53, P21, P16, etc., eh bien en fait, une cellule sénescente ne meurt pas pour autant. Au contraire, elle reste métaboliquement active et se met à sécréter une vaste gamme de molécules qui constituent le SASP. Bien les amis, de quoi se compose le SASP? Il faut savoir que le SASP comprend un cocktail de molécules pro-inflammatoires et déstructurantes. Parmi celles-ci, il y a entre autres les cytokines et chimiokines qui entretiennent une inflammation chronique appelée inflammaging. Deuxièmement, des facteurs de croissance qui, eux, perturbent la régénération tissulaire et la communication cellulaire. Troisièmement, les métalloprotéases qui, elles, dégradent la matrice extracellulaire et affaiblissent les tissus. Quatrièmement, les prostaglandines et les espèces réactives de l'oxygène, communément appelées ROS, qui, elles, entretiennent le stress oxydatif. Et finalement, les exosomes et micro-ARN pour acide ribonucléique, qui, eux, transmettent des signaux pro-sénescence à d'autres cellules voisines. En fait, c'est un effet contagieux de la sénescence. On pourrait tout simplement le comparer à un fruit pourri dans une corbeille de fruits frais. Bien les amis, quels sont donc les effets du SASP? Premièrement, on va observer une inflammation chronique de bas grade. Le SASP est l'un des moteurs de l'inflammaging, cette inflammation latente et persistante qui est observée par l'âge. Elle contribue à la plupart des maladies dégénératives telles que l'arthrose, Alzheimer, les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc. Deuxièmement, la propagation de la sénescence. Les signaux sécrétés par une cellule sénescente induisent la sénescence dans les cellules voisines. En fait, c'est tout simplement un effet domino, comme avec un fruit pourri dans une corbeille de fruits frais, qui va progressivement contaminer tous les autres fruits. Troisièmement, l'altération du micro-environnement tissulaire, et ce, par la dégradation de la matrice extracellulaire via les MMP, pour les métalloprotéases, et la perturbation des signaux de régénération. Quatrièmement, c'est un frein à la régénération. Le SASP inhibe l'activité des cellules souches, réduisant la capacité du corps à réparer ses tissus par lui-même. Et cinquièmement, le risque tumoral paradoxal. La sénescence bloque la prolifération cellulaire, donc ceci a un effet anti-cancer à court terme, mais le SASP crée un environnement pro-inflammatoire et mutagène qui peut à long terme favoriser la tumorigenèse, qui est tout simplement la formation de tumeurs. Alors les amis, le SASP est régulé par plusieurs voies de signalisation, notamment NF-κB qu'on a déjà vu auparavant et P38-MAPK qui tous deux activent la signalisation et la transcription des gènes pro-inflammatoires. P38-MAPK pour Mitogen Activated Protein Kinase est une protéine clé de signalisation cellulaire activée par le stress oxydatif, par l'inflammation et les dommages à l'ADN.
Elle régule notamment la réponse inflammatoire ainsi que la mort cellulaire, communément appelée apoptose, et contribue au vieillissement cellulaire en activant les gènes qui sont liés à la sénescence et aux cytokines pro-inflammatoires. En résumé, P38-MAPK, c'est la voie du stress et du vieillissement inflammatoire. Parmi d'autres facteurs qui vont également réguler le SASP, eh bien mTOR, qui lui contrôle la traduction des protéines du SASP. Par contre, il est important de savoir que SIRT1 et AMPK, qu'on a déjà vu auparavant, ont des effets inhibiteurs sur le SASP par l'intermédiaire de la réduction du stress oxydatif et l'inhibition de NF-κB. Alors les amis, quelles sont les pistes actuelles de modulation du SASP? Eh bien les chercheurs explorent actuellement deux approches. Premièrement, les sénolytiques, qui elles éliminent les cellules sénescentes. Parmi celles-ci, on peut citer la quercétine, la fisétine et le désatinib. Deuxièmement, les sénomorphiques, qui eux inhibent le SASP sans tuer la cellule. Parmi ceux-ci, on peut citer naturellement la rapamycine qu'on a déjà vu en détail lors d'une dernière vidéo, la metformine, le resveratrol et l'activation de SIRT1 et de AMPK. En résumé, le SASP ou SMS pour Senescence Associated Secretory Phenotype a pour origine des cellules qui sont sénescentes. Leur rôle est de sécréter des molécules pro-inflammatoires et déstructurantes. Les conséquences sont une inflammation chronique et la propagation de la sénescence et l'inhibition de la régénération. Quelles voies clés ils utilisent? Généralement NF-κB, mTOR et P38-MAPK que l'on vient de voir en détail. Donc il y a des voies de modulation telles que les activateurs de SIRT1 AMPK, le jeûne, les sénolytiques naturels tels que la quercétine, la fisétine et le resveratrol, qui sont donc des solutions adaptées contre le SASP. Autrement, au niveau de la spermidine, il faut savoir que cette dernière inhibe l'apparition de la sénescence par l'autophagie et réduit le phénotype SASP inflammatoire. Quant au NMN et au NAD, ils activent SIRT1 et SIRT6 qui modulent les voies du SASP et restaurent parfois l'état fonctionnel des cellules sénescentes. Bien les amis, maintenant nous allons voir ensemble les 12 facteurs du vieillissement et notamment les rôles de la spermidine dont la première source alimentaire se trouve dans les germes de blé ainsi que la NAD. Avec l'âge, on constate une baisse drastique des niveaux intracellulaires de NAD. La spermidine va indirectement être favorable via la réduction du stress oxydatif, c'est-à-dire qu'elle diminue la consommation de NAD par le PARP. Le NMN est un précurseur direct du NAD et donc il va restaurer naturellement et d'une manière endogénique les niveaux cellulaires de NAD. Le NMN également améliore le métabolisme, la longévité, la fonction cognitive, vasculaire et musculaire. L'altération du microbiome est due à un déséquilibre du microbiote intestinal entraînant une inflammation et une perméabilité intestinale. La spermidine permet de moduler positivement le microbiote en favorisant la bactérie Akkermansia bifidobacterium et elle agit également comme un anti-inflammatoire local. Il y a actuellement peu de données directes sur les effets du NMN et du NAD, mais on sait que le NAD soutient la barrière intestinale via SIRT1 dans les entérocytes. Il aurait également un potentiel bénéfique sur la fonction intestinale, mais ce, indirectement. Les cellules âgées perdent la capacité à réagir adéquatement au stress, soit-il oxydatif, métabolique ou thermique. Le NAD active les sirtuines pour une meilleure réponse au stress. Également, le NAD va permettre de protéger contre le stress oxydatif et métabolique. La spermidine, quant à elle, augmente la résilience cellulaire et active des voies cytoprotectrices telles que HSP70 et NRF2.
Alors les amis, que sont HSP70 et NRF2? HSP70 pour Heat Shock Protein 70 est une protéine du stress. Elle est produite par les cellules lorsqu'elles subissent du stress, tel que par exemple la chaleur, les toxines, l'oxydation, l'inflammation, etc. Son rôle principal est de servir de chaperon moléculaire, c'est-à-dire qu'elle aide les protéines nouvellement synthétisées à se plier correctement. Elle répare également ou élimine les protéines mal repliées ou endommagées. Le résultat, c'est une protection cellulaire contre les dommages liés au stress et une prévention des maladies liées au vieillissement, telles que les agrégats protéiques, la neurodégénérescence, etc. NRF2 pour Nuclear Factor Erythroid 2 Related Factor 2, je sais c'est compliqué, est un facteur de transcription, c'est-à-dire une protéine qui régule l'expression d'autres gènes. NRF2 est considéré comme le chef d'orchestre de la défense antioxydante. Il active la production d'enzymes détoxifiantes et antioxydantes telles que le glutathion, la superoxyde dismutase et la catalase qui sont donc de puissants antioxydants produits endogéniquement par notre corps. Il renforce également la résistance des cellules au stress oxydatif, aux toxines et à l'inflammation. Son activation est un levier majeur de longévité et de protection cellulaire. Donc, en résumé, HSP70, c'est le pompier qui éteint l'inflammation et le réparateur des protéines sous stress. NRF2 est le chef d'orchestre qui déclenche toute l'armée antioxydante et détoxifiante. Bien les amis, maintenant nous allons voir ensemble les 12 facteurs du vieillissement et notamment les rôles de la spermidine dont la première source alimentaire se trouve dans les germes de blé ainsi que la NAD. Alors les amis, qu'est-ce que l'horloge épigénétique? Eh bien l'horloge épigénétique c'est la modification des marques épigénétiques telles que tout ce qui est méthylation, acétylation, corrélée avec l'âge biologique. La spermidine influence les histones via l'activation des enzymes d'acétylation. Ceci a un possible effet sur la régulation génétique. Le NMN et le NAD, quant à eux, agissent sur SID6, qui sont des désacétylases NAD dépendantes. Et celles-ci vont réguler directement l'épigénome. Elles permettent également la réversion partielle de l'horloge épigénétique dans certains modèles animaux. Voilà les amis, nous arrivons au deuxième facteur de vieillissement qui est donc l'altération de la mécanique cellulaire. Il faut savoir que des changements se produisent dans la structure cellulaire au niveau du cytosquelette, au niveau de l'adhésion et de l'élasticité des membranes cellulaires. La spermidine stabilise les membranes cellulaires, les protège contre les altérations mécaniques et le NMN ainsi que le NAD participent à la régulation de l'actine et des jonctions cellulaires via SIRT1. Elles améliorent également la souplesse tissulaire et vasculaire chez les modèles âgés. Eh bien les amis, en conclusion, la spermidine et le NMN sont deux composés naturels qui interviennent en synergie sur de multiples marqueurs du vieillissement, tandis que la spermidine agit principalement via l'autophagie, le NMN restaure les niveaux de NAD, un cofacteur crucial pour les sirtuines, la réparation de l'ADN et la fonction mitochondriale. Ces interventions ciblées sur les mécanismes fondamentaux du vieillissement positionne ces molécules comme de sérieux candidats en gérosciences qui consistent à comprendre les mécanismes biologiques fondamentaux du vieillissement et leur impact sur la santé ainsi qu'en médecine préventive du vieillissement. Alors je sais pertinemment que tout ce chapitre a été relativement et particulièrement compliqué avec énormément de termes alambiqués, mais pour moi c'était vraiment important de l'aborder en détail afin que vous puissiez voir quels sont d'une part les facteurs du vieillissement et comment on peut intervenir sur ceux-ci par le biais naturellement de la spermidine et du NMN ainsi que du NAD, mais également à travers des pratiques ancestrales telles que le jeûne, la restriction calorique, le sport
et naturellement en incluant tous les jours dans ces repas des aliments qui soient riches en polyphénols tels que l'épigallocatechine galate, le resveratrol, etc. C'est un ensemble en fait de tous ces facteurs qui vont vous aider à continuer dans la vie d'une manière sereine et en pleine santé. Une bonne santé, si elle est maintenue jour par jour, vous accompagnera jusqu'à votre dernier jour sur cette planète et dans cette vie. Donc moi je vous conseille vraiment de capitaliser au maximum tous vos efforts sur votre santé parce qu'une bonne santé vous accompagne tous les jours, à chaque moment de votre vie et c'est extrêmement important. Voilà, c'était Gilles Goro, comment retrouver sa forme de jeunesse. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et jusque-là, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente santé. Ciao, ciao! Bien les amis, si vous voulez aller plus loin et soutenir votre vitalité au quotidien, je vous invite tout simplement à découvrir la gamme Aquaspectre par Biospectrum, disponible directement sur ma boutique officielle We Are Alive. Ces solutions naturelles riches en sciences et en innovation sont conçues pour accompagner le corps dans son combat contre le stress oxydatif, l'inflammation et le vieillissement prématuré. Le lien de ma boutique est juste sous cette vidéo et vous bénéficiez automatiquement de 15% de réduction sur toute la gamme Biospectrum. N'oubliez pas, la santé est un choix quotidien. Faites aujourd'hui un pas de plus vers une longévité en pleine forme. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes, likez si vous avez appris quelque chose de nouveau et partagez autour de vous pour inspirer vos proches. À très bientôt pour la suite de cette série.